Bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. Pour cette 3e saison, nous mettons en lumière les mineurs étrangers non accompagnés, appelés MENA, ainsi que les personnes qui les accompagnent dans leur nouvelle vie en Belgique. Il m'a récupérée, il m'a ramenée à la maison, il m'a enfermée. Je ne pouvais pas sortir. Et là, on me séquestrait, on me donnait à manger dans la chambre parce qu'il a compris que je voulais fuir. Dans cet épisode, nous parlerons de l'émancipation des jeunes filles MENA. Vous entendrez le témoignage de Fatima, une jeune fille ayant fui la Guinée à 16 ans, suivi de notre rencontre avec Mathieu Antoine, coordinateur MENA au centre Fait d'Asile de Rixensart. Je suis Fatima, je suis née en 1999 à Guinée, à Kindia. J'ai grandi dans une très grande famille. On était 10 enfants. Ma maman en avait 8 et ma marâtre les 2 autres. Mon enfance, tout allait bien quand mon papa était vivant. On était une famille vraiment normale jusqu'à ce qu'il décède et que mon oncle reprend le relais. Mon papa, quand il est décédé, j'avais 13 ans. Et c'est là que tout a commencé. Chez nous, quand un homme décède, il y a ses frères qui reviennent s'installer dans sa maison, remarier ses femmes, reprendre sa place. Et le petit frère de mon papa, lui, il vivait au village. Il est venu reprendre tout, l'argent, tous les biens que mon papa avait laissés. La maison, il a voulu remarier toutes les 2 femmes de mon père aussi. Ma marâtre, elle a accepté, mais ma mère n'a pas accepté. Donc, c'est à partir de là qu'a commencé la misère dans notre famille. Et j'ai mon plus grand frère qui ne voulait pas, parce que lui, c'est lui l'héritier. Il s'est opposé à ça. Ça s'est très mal passé. Donc, il a dû fuir, nous laisser, ma maman et mes 2 frères qui étaient les plus petits. J'ai des grandes sœurs, mais eux, elles sont mariées. Elles sont parties. Moi, je suis la plus petite. Et à partir de là, quand lui, il est parti, ma mère n'en pouvait plus de ce qui lui faisait vivre mon oncle. Et elle aussi, elle a décidé de partir. Elle nous a laissé mes 2 frères et moi. Mon oncle, il nous battait tous les jours. Il ne voulait pas nous donner à manger. On a arrêté l'école. On ne pouvait plus rien faire. Et mes 2 autres frères aussi sont partis. Il ne restait plus que moi. J'avais un ami qui avait beaucoup de bétail et tout ça. Il faut savoir que chez nous, quand tu as les bétails, tu es considéré comme riche. Donc lui, pour son intérêt, peut-être, il a voulu me donner en mariage à cet homme-là. Moi, j'avais 16 ans et il avait 5 ans. Et ce monsieur, il est venu un jour nous rendre visite. Moi, je ne savais pas, il était là pour ça. Et mon oncle m'a informé que c'était désormais mon futur mari. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais dans tous mes états. J'avais une meilleure amie qui venait de temps en temps chez moi, mais mon oncle ne voulait pas d'elle chez nous. Je suis allée en parler à ma meilleure amie. Elle m'a dit d'en parler à sa mère aussi. Peut-être qu'elle va m'aider. Je suis allée en parler à sa mère. Enfin, elle était bouleversée, quoi. Elle ne savait pas quoi faire. Et moi, j'avais vraiment peur. Mon oncle a dit que le monsieur ne voulait pas une fille non excisée. Moi, je n'étais pas excisée jusqu'à ce moment-là parce que mes grandes sœurs ont eu des complications avec l'excision. Donc, mon papa, avant de décéder, a décidé que moi, je ne vais pas subir ça. Donc, il fallait que ça se fasse. Et ils m'ont forcé, ils l'ont fait. Et il fallait que ça se fasse avant le mariage. J'avais personne pour m'aider et tout. Un mois après, ils voulaient que le mariage se fasse. Et ils avaient déjà organisé le mariage et tout ce qu'il faut. Je suis allée chez ma meilleure amie et sa maman m'a dit de rester là. Et là, mon oncle, il est allé me chercher partout. Il savait que j'étais là. Il m'a récupérée, il m'a ramenée à la maison, il m'a enfermée. Je ne pouvais pas sortir. Et là, on me séquestrait, on me donnait à manger dans la chambre parce qu'il a compris que je voulais fuir. Une semaine après, je lui ai fait comprendre que je ne vais pas partir. Je n'ai nulle part où aller. J'ai essayé de convaincre, j'ai tout fait. Il m'a libérée. Resté une semaine avant le mariage, la dame m'a rappelé chez elle. Je suis allée la voir en cachette. Elle m'a dit écoute, j'en ai parlé avec mon fils. On va trouver une solution pour que tu pars avant le mariage. Je te promets que je vais faire mon possible. On va te faire fuir. Et la veille du mariage, le grand frère de ma meilleure amie, il m'a appelé. Il m'a dit du coup, on va partir aujourd'hui. Si tu restes là jusqu'à demain, je ne pourrai rien faire. Parce que c'est le jour de mariage, ils vont te surveiller. Donc tu viens avec moi. Et là, je l'ai suivi. J'ai pris quelques affaires dans un sac. J'ai mis
mis 2 pagnes et 2 t-shirts, je me souviens, avec des claquettes que j'ai trouvées. C'est tout ce que j'ai mis dans le sac. On est parti au Sénégal où il m'a laissé chez un de ses amis. Lui, il est retourné pour pas qu'on soupçonne quoi que ce soit. Et je suis restée 2 mois là-bas avec un monsieur que je ne connaissais pas aussi. J'avais peur, bien sûr. Il m'a rien fait, heureusement. Et c'est lui qui a fait tout le nécessaire et tout. Il m'a dit, le frère de ton ami t'a déposé ici, mais je ne peux pas te garder ici. Tu ne peux pas rester ici avec moi. Sinon, moi aussi, j'ai peur. Donc, avec lui, on a trouvé une solution pour que tu quittes. Parce que ton oncle, c'est quelqu'un qui est capable de tout. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Donc, il connaissait le Sénégal. Il connaissait beaucoup la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays. La veille de mon départ, il y a un monsieur qui est venu me chercher aussi. Il m'a dit que j'allais le suivre le lendemain. C'était un passeur et je l'ai suivi. C'est comme ça que je suis venue jusqu'ici en Belgique. C'est lui qui a fait toutes les procédures et tout. Et qui m'a donné un passeport avec un prénom de quelqu'un, je ne connaissais pas et tout. Je l'ai suivi. C'est en cours de route qu'il m'a expliqué tout ce qu'il est en train de faire. Quand je te dis ça, tu dis oui, on part ici et tout ça et tout ça. Je dis ok. Quand on est arrivé, on est allé quelque part chez un jeune. On a dormi là-bas. J'avais peur parce que je suis déjà traumatisée depuis chez moi, donc j'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, il m'a montré où j'allais faire ma demande d'asile. Il pleuvait ce jour-là, je me souviens. J'étais toute trempée. Je pleurais même, je savais pas parce que moi, il m'a juste dit va là-bas et tout. C'est là que tout se passe. Il m'a dit bonne chance. J'ai dit c'est quoi ça? Et je suis arrivée, je me souviens, déjà ils avaient fini de prendre les gens. Tout était fermé presque. Mais il y avait les gardiens devant la porte. Et ils m'ont dit mais tu fais quoi ici, jeune fille? J'ai dit je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a amenée ici. Il m'a dit que c'est ici que je devais venir. Je ne sais pas. Et je pleurais toutes mes larmes et ils m'ont pris. Ils m'ont dit normalement c'est fermé mais vu ton état, on va te recevoir quand même. Il m'a proposé un petit thé, il m'a posé quelques questions. Et là, je savais pas, je me posais toutes les questions du monde. Je dis, mais je suis où? Je fais quoi? Je n'ai personne. Il m'a envoyé un taxi pour m'amener dans le centre d'accueil. J'étais perdue. Et là, il y avait aussi une jeune fille qui venait du centre d'accueil, qui était revenue, je sais pas pourquoi, à l'Office des étrangers et qui retournait donc au Mami avec cette jeune fille. Elle était aussi guinéenne, mais je savais pas qu'elle était guinéenne parce qu'elle ne parlait pas du tout, elle était calme. Et j'étais là, elle était à côté. On m'avait quand même expliqué avec les papiers, mais ça ne rentrait pas. Et là, on nous a amenés au centre d'accueil. NOH m'a montré ma chambre et tout ça. À partir de là, cette jeune fille avec qui j'étais, elle s'est présentée à moi quand on est arrivé au centre. On avait presque la même histoire aussi. Elle avait aussi le problème de mariage forcé. Elle m'a posé quelques questions. Je lui ai expliqué mon histoire un peu et elle aussi. J'étais quand même bien. Je me suis dit là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie en sécurité. J'ai compris que là, j'étais loin de tout. Mais je ne sais pas aussi ce qui m'attend, mais je sais quand même que mon passé est derrière moi. J'avais plus peur. Je suis restée 1 mois dans ce centre-là et après, on m'a transférée à Morlanvé, centre fait d'asile de Morlanvé. C'est là que je suis restée 1 année dans ce centre. Pendant l'année que j'ai fait au centre, je suis allée voir une gynéco qui a prouvé aussi le type d'excision que j'avais. Parce que oui, l'acte s'est passé quand mon âge était déjà avancé. Et je voyais une psychologue aussi, elle était au GAMS. Aussi, elle m'a beaucoup aidée parce qu'à chaque fois que je partais la voir, je pleurais. Oui, je pleurais beaucoup de tout ce qui s'est passé, mon état, comment ça se passait au centre. Le GAMS nous expliquait, même, ils avaient même des espèces d'objets avec les appareils génitaux d'une femme qui nous expliquaient ça, c'était comme ça, voilà ce qu'on vous a enlevé en vous, mais ne vous inquiétez pas, on peut réparer, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils nous accompagnaient vraiment. Ils faisaient même des petites animations avec toutes les jeunes filles à Bruxelles de temps en temps, 1 fois par mois. Et ça m'a vraiment aidée. Mais après, quand j'ai eu mes papiers, j'ai pas pu continuer. J'avais déjà le stress de tout faire toute seule. Et au centre aussi, c'était pas facile. Il y avait un peu l'harcèlement de quelques jeunes garçons au centre. Mais voilà, je me laissais pas faire. Et aussi, il y avait les éducateurs qui étaient là. À chaque fois, il y avait un problème. Il y avait aussi ma tutrice. Franchement, c'était une bonne personne qui était là. À chaque fois que je l'appelais, elle venait, elle me rassurait un peu. Elle m'expliquait comment ça allait se passer, les procédures et tout. Elle m'a aidé à avoir un avocat et tout. Quand je suis allée au centre Morlanvé, au bout de, je crois, 4 mois, on m'a envoyé un rendez-vous pour mon interview au CGRA et ça a été annulé. J'avais la peur en moi, je ne sais pas comment ça allait se passer. Au centre, quand tu restes, il y a des gens qui vont pour
pour faire leur interview et tout, on m'a expliqué, c'est comme ça, c'est pas facile, et des trucs comme ça. Tu risques d'être rejeté. Au bout de 6 mois aussi, on m'a renvoyé aussi à un autre rendez-vous. Et ça a aussi été annulé. Et là, j'ai pas digéré. J'ai pleuré, je suis allée voir mon assistante sociale. Elle m'a rassurée, elle m'a dit qu'elle va envoyer un mail au CGA, même si qu'elle sait peut-être qu'ils ne vont pas répondre, ils ne vont pas prendre en compte son mail. Mais elle va quand même essayer. Quand j'étais mineure, j'étais dans une chambre de 3 lits. Il y avait une jeune Guinéenne comme moi et il y avait une Nigériane. Mais voilà, ça allait bien. On s'organisait pour nettoyer la chambre. Et après, quand j'ai vu des jeunes filles qui avaient le même problème que moi, j'ai compris que je n'étais pas seule. Et aussi, il y avait les éducateurs qui étaient là. Tout le monde m'aimait, franchement. Et jusque-là, ça allait, mais quand j'ai eu mes 18 ans, franchement, c'est là que aussi tout a basculé. Et là, une fois en haut, il n'y avait plus personne. C'est comme si, je sais pas, on me lâchait quoi encore. J'étais dans une chambre où il y avait 6 personnes. Et j'étais la plus jeune. C'était des grandes dames de toute communauté. Parfois, l'hygiène n'était pas trop ça. Et moi, j'étais vraiment gênée. Et côté nourriture aussi, parce que si t'es pas habitué à manger les nourritures d'ici, c'est pas facile aussi. Et il faut s'habituer à tout le monde, chacun son comportement, ses cultures et tout. Je ne pouvais même pas parler parce qu'ils étaient tous plus âgés que moi. Je ne pouvais pas leur dire ce qu'ils allaient faire, quoi. Je me posais plein de questions et tout. Quand j'étais au centre, il y avait des femmes quand même guinéennes, plus âgées, avec qui je m'entendais super bien et on discutait de tout et de rien. Et je suis allée faire mon interview. Ma tutrice n'avait plus le droit d'être là parce que j'avais déjà 18 ans. Il n'y avait que mon avocat et moi, et l'interprète et le juge. Donc j'ai raconté mon histoire. Quand j'ai eu mes papiers, je suis restée environ 1 mois au centre et on m'a dit que je devais quitter le centre. Je me suis retrouvée seule, encore sans accompagnement. Je ne savais pas quoi faire. Il fallait quand même partir dans un logement social temporaire de 3 mois, le temps que tu trouves ton logement à toi-même. Et c'est toi qui devais choisir dans quelle ville tu voulais aller. Et moi, j'ai dit, je voulais Liège. Et on m'a trouvé un logement social ici, mais je devais rester maximum 3 mois. Quand je suis allée là-bas, il y avait aussi 2 femmes. Il y avait une femme, une vieille dame burundaise et une femme congolaise. Mais chacune avait sa chambre, on avait le salon et les toilettes en commun. Et là, je suis restée 3 mois, mais moi, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne connais pas tout ça. Je n'ai vécu qu'au centre, en fait. L'assistante sociale au CPAS n'arrêtait pas de me... Voilà, il faut que tu bouges, chercher un logement et tout. Elle ne m'expliquait même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai rencontré un Guinéen ici, un jeune aussi qui venait de quitter le centre. Il cherchait aussi un logement. Du coup, il me montrait des sites avec lesquels il cherchait. Et l'assistante sociale m'a dit il fallait que je fasse vite parce qu'il faut que je parte. Et à la dernière minute, j'ai eu la chance de trouver un studio, une chambre. Je suis d'abord allée m'inscrire au CPS en début 2018. Et là-bas, j'ai expliqué à mon assistante sociale que je voulais continuer quand même l'école parce que quand j'étais au centre, j'étais en 4e secondaire bureautique. J'ai dit je voulais continuer l'école, mais elle m'a rien expliqué. Elle m'a dit non, si tu veux, tu peux t'inscrire au forum. C'est comme si j'avais plus droit, quoi. C'est comme ça, moi, que j'ai compris, comme j'ai eu 18 ans, je n'ai plus le droit de continuer l'école. Elle m'a dit, de toute façon, tu as 18 ans, tu peux faire une formation. Hein. Il y avait un éducateur de CPAS qui me suivait désormais. Et lui, il m'a amené pour m'inscrire. Il m'a accompagné au forum pour m'inscrire. Mais en cours de route, je ne comprenais pas. J'ai dit, moi, je veux continuer l'école et tout. Elle m'a dit, mais ton assistante sociale m'a dit de t'inscrire au forum. Je ne comprends pas si tu veux continuer l'école. Pourquoi elle me demande de t'inscrire au forum? J'ai dit, je ne sais pas c'est quoi le forum. Je ne connaissais même pas c'était quoi le forum. Elle m'a dit, viens, de toute façon, ils vont t'expliquer ici. Il m'a accompagnée, je me suis inscrite. Voilà, à partir de là, je recevais des courriers du forum. Je ne savais même pas. Personne ne m'a expliqué c'était quoi. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est comme ça, ça a continué. Et l'éducateur m'a donné l'adresse du cercle. Elle m'a dit, va t'inscrire là-bas, tu vas faire des cours de français. J'ai fait une formation de 6 mois à NIPI de Liège. Mais avant ça, j'avais rien fait. De 2018, depuis que je suis arrivée ici, jusqu'à 2021, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où me diriger, je ne connaissais rien en fait. En septembre 2020,
J'ai croisé le papa de ma fille. Il était venu à un mariage d'un de ses amis. Et moi aussi, c'était ma copine qui se mariait. Et on s'est fréquentés et tout. Et au bout de 4 mois, je suis tombée enceinte. J'étais pas prête. Déjà, je cherchais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et directement, j'ai un bébé qui est là. Lui, il vit en France. Et c'était une relation à distance. Et la grossesse a été vraiment compliquée parce que j'étais seule. Et quand j'ai eu ma fille aussi, j'étais seule. Depuis mes 16 ans, je vais dire depuis que je suis ici en Belgique, je me bats toute seule parce que j'ai toujours été toute seule. Je ne savais pas quoi faire à un moment donné, j'étais perdue et tout et j'ai essayé de me retrouver toute seule. Et on n'arrêtait pas de m'harceler au CPS, faire quelque chose, mais de faire quoi et où. J'essayais de me renseigner au maximum et c'est là que je suis allée faire ma préformation aide-soignante parce que j'en ai entendu parler par une amie que j'ai croisée. Et elle m'a dit, il faut faire une préformation comme ça, si t'aimes, tu continues. Et je suis allée faire ma préformation, j'ai vu que j'aimais pas, j'ai arrêté. Là, ma formation bureautique, je l'ai fait en 2023. Quand j'ai eu ma fille, il y avait une prof de français au CPS. C'est elle qui m'a expliqué qu'il y avait un projet du CPS qui s'appelle Projet Myriam, qui regroupait les jeunes mamans. Et là, j'ai rencontré d'autres mamans qui étaient de ma communauté, d'autres non. Mais sinon, franchement, j'ai décidé de rester dans ma bulle. J'arrive pas trop à fréquenter beaucoup de gens, je peux pas en fait. Et surtout quand il y a des jugements à côté de tout, je fuis directement. Nous, les Guinéens, surtout en particulier nous les Peuls, on a un comportement qui est un peu bizarre parce que notre culture et tout ça, on met trop ça en avance, même devant la religion, je veux dire. Donc il y a beaucoup de jugements et ils ne te laissent pas tranquille, quoi. Donc au début, j'ai commencé à fréquenter quelques Guinéens, mais j'ai compris, c'est comme si je revivais mon passé, quoi. Parce qu'à chaque fois, même quand je m'habille avec une robe moulante, je me dis, mais c'est pas bien... Tu sais que chez nous, ça ne se fait pas, des trucs... Il y avait des jugements ou des regards bizarres, quoi. Et ça, moi, j'aimais pas. J'ai décidé d'être libre. Enfin, Dieu m'a aidée. Je suis libre, je me dis maintenant, je suis loin de tout ce que j'ai vécu, mon passé et tout ce que j'ai vécu dans mon pays. Je ne vais pas dire que je vais abandonner mes cultures et des trucs comme ça, mais c'est pour ça que je fréquente moins les Guinéens. J'ai essayé quand même quand je suis arrivée ici, parce que moi, je me dis, c'est ma communauté, on va s'entendre, des trucs comme ça, mais j'ai compris au final que c'était mieux que je sois seule. Aujourd'hui, j'ai ma fille quand même et j'ai ma famille, je vais dire. J'ai pas ma famille avec laquelle j'ai grandi, mais j'ai ma fille qui est ma famille. Aujourd'hui, elle grandit, elle a la 3e année. Grâce à elle aussi, je ne suis plus seule. J'ai décidé de la mettre à la crèche, j'ai refait une formation et tout ça pour changer les choses. Avant de la voir, dans mon appartement, je ne faisais que regarder la télé. C'était calme et tout. Mais maintenant, elle me fait parler. Et ça, à chaque fois, quand je parle avec elle, on rigole. C'est différent de quand j'étais seule. Je ne faisais que regarder la télé, j'avais rien à faire, quoi. Je ne parlais avec personne. Quand je quittais l'école, c'était calme. Mais là, maintenant, il y a quelqu'un qui me fait parler, qui me fait courir dans la maison et tout. J'ai dit voilà, quoi. Je suis fière de moi. Et à chaque fois, même quand je vois ma fille courir, c'est une des choses qui a fait que je me suis éloignée de ma communauté. Parce que c'est exactement pour ça que j'accepte pas les jugements. Parce que moi, je sais tout ce que j'ai enduré jusque-là. Mais elle est très sociable. Grâce à elle-même, je fais des connaissances avec des mamans à l'école parce qu'elle est très sociable. Je ne veux pas qu'elle soit renfermée aussi comme moi. J'essaie de lui donner le meilleur de tout ce que j'ai pas reçu, moi. L'affection, les câlins, l'amour et tout. Je fais de mon maximum parce que je ne veux pas, en fait, la mettre dans mon histoire. J'aurais aimé avoir quand même beaucoup de soutien et d'accompagnement à ce moment-là. Donc, ce que je vais conseiller aux jeunes filles qui vont arriver, surtout s'ils sont mineurs, à l'âge de 18 ans, d'essayer de se renseigner, de voir toutes les portes qu'il y a pour les accompagner, pour ne pas qu'elles s'isolent et qu'elles restent seules. Bonjour Mathieu Antoine, vous êtes coordinateur MENA au centre FEDASIL de Rixensart dans lequel vous exercez depuis 6 ans. Merci à vous de nous accueillir dans ce centre qui a la particularité d'avoir une cellule spécifique pour les jeunes femmes MENA. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment les MENA arrivent dans votre centre ? Quand un MENA arrive en Belgique et qu'il demande l'asile, il est envoyé dans un centre de première phase où théoriquement il devra rester 40 jours. Dans les faits, il restera plus que ça. C'est un centre qui va observer le jeune
et, métaphoriquement parlant, faire une photographie de ses besoins et de ses vulnérabilités. L'idée est de pouvoir, dans un second temps, l'envoyer dans un centre de deuxième phase qui répondra à ses besoins et qui sera, disons, spécialisé par rapport à ses vulnérabilités. Par exemple, une jeune femme qui arrive à NOH, on se rend compte qu'elle est enceinte ou qu'elle pourrait être vulnérable pour d'autres raisons, elle pourrait être envoyée, désignée à Rixensart dans un second temps. Donc Rixensart est un centre de deuxième phase qui accueille les résidents tout le long de leur procédure de demande de protection internationale. Combien de jeunes femmes accueillez-vous dans ce centre ? Le centre de fait d'asile Rixensart a 175 places. Parmi ces 175 places, il y a 50 places qui sont destinées aux MENA. Alors notre spécialisation, c'est d'accueillir les jeunes filles mères, les jeunes filles victimes de violences. Et donc, dans ces 50 places, actuellement, nous avons plus ou moins 35 jeunes mamans et une quinzaine d'enfants de 0 à 3 ans, sachant qu'on a encore 2 mamans enceintes aussi. Comment se passe l'accompagnement de ces MENA ? Donc notre projet MENA, il est orienté sur l'autonomie. Notre but est qu'à 18 ans, elle soit le mieux armée possible pour pouvoir se débrouiller soit encore dans le centre, mais dans la section adulte, soit en dehors du centre, si l'aventure elles ont un positif. On a divisé nos objectifs d'autonomie en 7 points. Donc on a un point scolarité, on a un point hygiène, un point alimentation, un point groupe mère-enfant, un point sécurité, un point vivre ensemble et un point autonomie qui reprend un petit peu des choses comme se déplacer seul en prenant les transports en commun. On a une équipe de 8, 7 éducateurs, éducatrices et moi-même, et chaque éducateur est responsable d'un SPOC, d'un de ces points. Il va mettre en place des outils qui serviront à travailler l'autonomie avec les jeunes, à évaluer leur autonomie et qui pourraient servir aussi aux jeunes à pouvoir eux-mêmes, sans forcément l'appui des éducateurs, travailler leur autonomie. Ensuite, chaque éducateur est aussi référent de 5 à 7 jeunes, plus ou moins, en fonction du nombre de jeunes. Et donc, son travail à l'éducateur va être d'observer ce jeune, de créer un lien de confiance afin de pouvoir faire des observations qui serviront ensuite en équipe pluridisciplinaire avec le service social et le service médical à mettre des plans d'action, des plans d'accompagnement pour viser les objectifs d'autonomie et les objectifs présents dans le projet du jeune. Donc le projet du jeune, qu'est-ce que c'est ? Quand le jeune arrive ici, la jeune ici en l'occurrence, où veux-tu aller ? Indépendamment de ta procédure, est-ce que tu as déjà des idées pour l'avenir ? Alors bon, certaines arrivent à 14-15 ans, c'est parfois un peu abstrait, mais quand tu arrives à 15 ans, 16 ans, que tu es enceinte, il y a des choses qui seront différentes que pour une jeune fille qui arrive sans enfant, par exemple. En fonction de son projet, on va travailler avec le tuteur, l'assistant social, l'éducateur référent et le jeune pour voir ce qu'il est possible de mettre en place. L'assistant social est garant de la procédure et du droit du jeune, donc il va en fonction de ça dire oui, ça c'est possible, ça, ce n'est pas possible. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'accompagnement mère-enfant ? Donc le groupe mère-enfant, c'est de l'éducation à la parentalité. Une jeune maman qui arrive à 15 ans, elle va avoir un enfant, elle a des codes qui lui sont peut-être hérités de sa culture à elle, qui sont pas forcément les mêmes codes qu'ici. C'est pas pour ça que ces codes sont mauvais, il y en a beaucoup qui sont à garder, mais il y a des choses auxquelles il faut être vigilant aussi. Et puis il y a des choses qu'il faut lui apprendre aussi. On a des mamans qui arrivent, qui savent pas comment allaiter, donc on a une éducatrice qui va lui expliquer comment tirer son lait, comment on change l'enfant, quels sont les besoins de l'enfant, comment répondre à ses besoins, qui va travailler ce lien aussi. Est-ce que la maman, l'enfant était voulu ou non ? Dans quel contexte cet enfant a été fait ? Est-ce que le lien est entre guillemets sain ? Est-ce qu'il n'y a pas un rejet de la maman ? On est vigilant aussi aux baby blues, aux dépressions postpartum, ça c'est un travail qui se fait aussi avec le médical. De l'éducation à la parentalité de manière générale. Faire en sorte que la maman, à 18 ans, soit le plus autonome possible avec son enfant. Comment gérez-vous le passage à la majorité pour ces jeunes femmes ? Donc, à l'issue de ces 18 ans, à 17 ans et 6 mois, on envisage déjà la sortie
Donc on va présenter à la jeune avec son éducateur référent, son tuteur s'il le désire, son assistant social, le service Jump 21 qui est présent ici à Rixensart depuis mars 2024, donc un service assez neuf, qui est un service d'encadrement pour les 18-21 ans. On s'est rendu compte à Fédésil qu'après 18 ans, tu allais directement chez les adultes et donc tu gardais ton assistant social mais plus tuteur, plus d'éducateur référent, donc c'était un gap qui pouvait être violent, donc on ne souhaitait pas faire de la violence institutionnelle et on a répondu à un appel à projet qui fait que ce service a pu être créé. À 17 ans et 6 mois, donc, le jeune rencontre cette équipe, on lui présente le service et on réfléchit à 18 ans, il est possible que tu passes dans la section 18-21. À 18 ans moins 1 mois, on va en réunion pluridisciplinaire sans que le jeune soit présent, discuter les différents acteurs sur est-ce que la jeune a acquis suffisamment d'autonomie, oui ou non, et sinon pourquoi est-ce qu'on la garderait un petit peu plus. C'est pas une généralité, mais quand on dit la jeune va avoir 18 ans, mais on la garde un petit peu plus, c'est souvent des questions de lien mère-enfant. Chez les MENA, on a l'avantage d'avoir une éducatrice qui est SPOC groupe mère-enfant. Au service 18-21 ans, ce sera un accompagnement différent. C'est un accompagnement qui vise toujours une autonomie, qui vise toujours une activation des jeunes, mais qui est moins présent sur la vie quotidienne. Et donc ils n'ont pas les moyens de faire ce genre d'accompagnement. Dans ce cas-là, on garde la jeune un peu plus longtemps chez nous. Et si on se dit, oui, parfait, elle peut passer chez les 18-21 ans, aux alentours de ses 18 ans, on va faire un rendez-vous avec elle. Son ancien éducateur du service MENA, son nouvel éducateur du service 18-21 ans, l'assistant social s'il veut être présent, le tuteur s'il veut être présent, et on va officialiser le passage. Existe-t-il des problématiques récurrentes chez ces jeunes femmes ? Les problématiques qui sont inhérentes au public, donc c'est des jeunes filles, oui, des jeunes filles mamans, oui, mais des adolescentes. Donc on fait beaucoup de prévention sur divers sujets, des préventions EVRAS sur d'autres sujets au niveau sécurité, au niveau du vivre ensemble, en fonction aussi de l'origine des jeunes filles, ça peut varier. Les codes, par exemple, d'hygiène ne sont pas les mêmes partout. Tous les codes en fait sont différents. Donc les jeunes quand ils arrivent, déjà avec la Belgique ça peut être un choc culturel, mais aussi avec les autres jeunes qui ont d'autres origines. Comment se passent les premières heures d'arrivée d'une jeune MENA dans ce centre ? Une jeune fille qui arrive ici, en général, on commence le travail avant son arrivée. Elle est désignée sur un programme qui s'appelle Matchit, programme qui fait globalement l'état des lieux du réseau. On a nos résidents qui sont fichés sur Matchit, mais on peut aussi voir les désignations d'autres centres. Donc quand le dispatching désigne un ou une jeune pour chez nous, on va voir de quel centre de première phase vient la jeune et on peut prendre contact avec ce centre de première phase. Ok, quel est le profil de la jeune ? Est-ce que vous savez nous donner un peu d'infos ? À quoi on doit être vigilant ? On prépare la chambre, donc ici on a beaucoup de chance à Rixensart. Dans notre structure MENA, ce sont des chambres de 2. Donc soit ce sont des mères avec leurs enfants, soit ce sont 2 jeunes filles isolées qui partagent une chambre. Donc on trouve une place, on prépare un pack d'arrivée avec des draps propres, du matériel d'hygiène et on prépare une carte de banque. Donc il n'y a pas de cash qui transite. Chez nous, ce sont des cartes de banque qui permettent aux jeunes de faire leurs courses et de faire ensuite à manger elles-mêmes dans les cuisines partagées. Une fois que la jeune arrive, on la laisse s'installer une petite heure et ensuite on va lui faire ce qu'on appelle un intake. Donc un éducateur présent va faire le tour du centre, lui faire une visite et lui présenter les différents services, les différentes aides qu'elle peut avoir dans quel service, les différentes choses auxquelles elle a droit. On lui présente quelques autres jeunes. Dans la journée, un peu plus tard, on va aller faire des courses avec elle. Donc une fois qu'elle a sa carte de banque, on va lui montrer où se trouvent les magasins les plus proches. On va observer simplement la façon dont elle fait les courses. Est-ce qu'elle gère déjà son budget ou pas, sans vouloir la fliquer, observer plutôt si elle va naturellement déjà manger équilibré ou pas. Si elle achète beaucoup d'aiki, elle sait peut-être pas trop faire à manger. Donc est-ce que on va devoir être vigilant très rapidement pour lui apprendre à faire à manger. Lors de son arrivée, on va prendre aussi contact avec l'école pour la scolariser. Après 40 jours, la loi belge dit que tout jeune en Belgique entre 6 et 18 ans doit être scolarisé, en présentiel entre 6 et 16 ans.
Donc, après un entretien avec le jeune, on va voir dans quel style d'école tu veux aller. Si le jeune ne veut pas aller à l'école, lui expliquer pourquoi elle doit aller à l'école, comment. Si elle a un enfant, lui montrer la crèche, faire une introduction de demande pour la crèche. Donc voilà, un petit peu organiser tout ça, quoi, pour que les choses se mettent en place en douceur. À quel moment estimez-vous que la jeune est suffisamment autonome ? Donc on a une fiche d'autonomie qui est un outil avec lequel on travaille. Maintenant, on va partir de la première observation de la jeune qui a été faite au centre de première phase via un document qu'on appelle PAI, plan d'accompagnement individuel, qui est transmis chez nous. On va faire notre première observation dans les 30 jours aussi, compléter ce plan d'accompagnement individuel. Ça, c'est un travail qui se fait en réunion pluridisciplinaire, mais rédigé par l'assistant social, sur base des observations des éducateurs. On va tenir à jour ce PAI et on va voir l'évolution de l'autonomie. À quel moment on se dit, ok, la jeune est autonome. Si la jeune sait prendre soin d'elle, faire ses cours, gérer son argent, se faire à manger à son enfant, qu'elle a un bon lien mère-enfant, qu'au niveau hygiène, elle sait prendre soin d'elle, soin de la cuisine, du local, de sa chambre, comme au même titre qu'on dirait qu'un jeune adolescent est autonome. Que se passe-t-il lorsque la jeune est acceptée sur le territoire belge et doit donc quitter le centre ? Donc quand le MENA a un positif, qu'il a plus de 16 ans, qu'il est autonome, a priori on peut faire une demande d'ILA, donc une demande d'initiative locale d'accueil. Il y en a plusieurs en Belgique qui peuvent accueillir les jeunes, les mettre en semi-autonomie, parfois avec plus ou moins d'autonomie, peu importe. Les prendre en charge jusqu'à leurs 18 ans, parfois un petit peu plus, afin de les faire passer dans ce qu'on appelle la troisième phase. Ce sont ces centres, par exemple Caritas à Liège accueille des jeunes filles, des jeunes hommes aussi d'ailleurs, mais bon, voilà. Si d'aventure le jeune a un négatif, il est interdit de renvoyer des mineurs à l'étranger, donc il attendra jusqu'à ses 18 ans. À ses 18 ans, d'autres perspectives sont possibles en fonction du temps qu'il est resté en Belgique, en fonction des liens qu'il a tissés en Belgique, des liens qu'il n'a plus au pays d'origine. Il est parfois possible de faire une régularisation. Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué durant votre carrière ? Des choses qui m'ont marqué. Je suis marqué, disons, tous les jours par mon travail, dans le sens où une journée ne ressemble jamais à une autre. Moi, si je dois garder quelque chose en tête, c'est le courage de la plupart des jeunes filles, leur capacité de résilience. Ça, c'est des choses qui m'émeuvent, qui sont à l'orage. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire autant. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je retiendrai toujours. On s'imagine qu'on apprend des choses à ces jeunes filles, et c'est vrai, on essaie, mais elles nous apprennent autant de choses. C'est hyper enrichissant. Je pense que la différence ne doit pas être vue avec peur. C'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est pas quelque chose qui est mauvais, qui est néfaste, mais que du contraire, c'est quelque chose qui nous remet en question, quelque chose qui nous apprend, qui enrichit. Quelle est la proportion de jeunes filles par rapport aux jeunes garçons au niveau des MENA qui arrivent en Belgique ? Ça change tous les mois, même si la proportion reste davantage de garçons qui rentrent dans le système. Pour donner un exemple, en 2023, plus ou moins, de mémoire, quand j'étais dans un centre de première phase, on avait une vingtaine, donc sur 90 places, une vingtaine pour jeunes filles. Donc il y a une proportion plus importante de garçons qui rentrent dans le réseau. Maintenant, ça évolue sans cesse en fonction de la politique internationale, en fonction de plein de choses. Les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan, on a une population afghane qui arrive, culturellement, est-ce plus de garçons que de jeunes filles. On a en l'année 2015 Erdogan qui ferme les frontières puis qui les réouvre. Ça aura
une incidence sur le flux, que ce soit des demandeurs d'asile de manière générale, mais donc aussi des MENA. Gardez-vous contact avec les jeunes qui quittent le centre ? Alors, des contacts sont gardés, mais sont libres aux jeunes de garder le contact ou non. Ici, si le jeune reste 1 ou 2 ans, c'est la même chose pour les adultes. S'il reste 1 ou 2 ans, ça reste un centre fait d'asile, d'accueil pour demandeurs d'asile, et je pense un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ça reste des centres communautaires. Donc c'est pas toujours facile d'y vivre, avec la pression de la procédure comme une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête et qui met dans une situation de fragilité psychologique qui fait que c'est pas forcément un bon souvenir, même si les éducateurs, les travailleurs ont été les meilleurs du monde. Voilà, donc libre aux résidents de garder contact ou non. On a la chance chez les MENA, on a pas mal de jeunes qui repassent par là quelques années plus tard, qui viennent au centre dire bonjour, donc c'est assez chouette. Vous nous avez parlé de comment se passent les premières heures pour une jeune dans le centre. Pouvez-vous nous en dire plus sur comment se passent les dernières heures d'une jeune lorsqu'elle doit quitter le centre ? Le dernier jour, comment ça se passe ? Donc, quand on a l'adresse à venir du jeune, on organise un déménagement qui est fait par l'éducateur ou l'assistant social. Donc la veille au soir, on va charger la camionnette. Et le jour J, on va accompagner le jeune jusqu'à sa nouvelle adresse. Comment ça se passe en général dans la joie et les larmes. Triste de quitter, content de partir. Je pense que c'est une bonne réponse. Merci Mathieu Antoine pour cette interview et merci à vous pour votre écoute. Nous espérons que ce dernier épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour une 4e saison de ce podcast Découvre mon histoire. D'ici là, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site cripel.be, sur notre page Facebook ou encore notre Instagram.